Je serre l'écharpe tricotée à la main de grand-mère Lila, frottant la douce laine entre mes doigts comme si la texture pouvait d'une manière ou d'une autre invoquer son esprit. Le salon funéraire sent les fleurs artificielles et le vernis à meubles. Je me suis réfugié dans le fauteuil du coin, regardant ma famille jouer sa version du deuil. Maman tamponne ses yeux avec un mouchoir brodé, laissant échapper des sanglots théâtraux occasionnels qui résonnent contre les lambris en acajou. Toutes les quelques minutes, elle se glisse dans la salle de bain, en ressortant avec du mascara fraîchement appliqué et son téléphone serré dans sa main parfaitement manucurée. Le doux clic de son appareil photo capture sa pose affligée à côté du cercueil brillant pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Cette lumière est terrible, marmonne-t-elle en examinant les photos. Papa se tient près de l'entrée, sa voix s'élevant alors qu'il se dispute avec le directeur des pompes funèbres. Ses frais sont complètement déraisonnables, lance-t-il en tapotant furieusement l'écran de son téléphone. Mes alertes boursières ne s'arrêtent pas juste parce que... Il jette un coup d'œil autour de lui, baissant la voix. Juste parce que nous avons une situation familiale. Une situation familiale. C'est ce qu'est la mort pour mon père, une interruption inopportune de la consultation de son portefeuille d'investissement. Mon frère, Cole, est affalé sur une chaise de l'autre côté de la pièce, la tête penchée sur son téléphone, le pouce faisant défiler sans fin. La lueur de son application de crypto-monnaie se reflète dans ses lunettes. Il n'a pas levé les yeux depuis 20 minutes, pas même lorsque des parents éloignés s'approchent pour offrir leurs condoléances. Je ferme les yeux et je me souviens des week-ends chez grand-mère et grand-père, de l'odeur des brioches à la cannelle le dimanche matin, de grand-père Walter m'apprenant à changer l'huile de son premier camion de livraison, ses mains stables guidant les miennes. Ma fille Adli, disait-il. Savoir comment les choses fonctionnent est plus important que de savoir comment en acheter de nouvelles. Une larme coule sur ma joue. Une vraie. Plus tard, nous nous réunissons dans le bureau d'Aaron Feldman, le sanctuaire boisé de l'avocat de la famille, bordé de livres de droit reliés en cuir et d'un léger parfum de tabac à pipe. Maman revendique immédiatement la chaise centrale, s'arrangeant comme si elle posait pour un portrait. Papa se tient derrière elle, les mains sur le dossier de la chaise, assumant la position d'autorité. Je pensais que nous pourrions mettre la maison du port en vente immédiatement, dit maman en inspectant ses ongles. Le marché est à son apogée, et cette vue rapportera une prime. Le bateau devrait se vendre rapidement aussi, ajoute papa en hochant la tête. Et ses antiquités. N'allons pas trop vite en besogne, interrompt Cole, levant enfin les yeux de son téléphone. J'ai déjà des acheteurs intéressés par la flotte de camions de grand-père. Ma start-up pourrait utiliser ce capital. Aaron s'éclaircit la gorge, faisant taire les vautours. Il me regarde brièvement, quelque chose d'illisible vacillant sur son visage. Il sort un épais document, le posant délibérément sur son bureau. En tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de Walter et Lila Monroe, commence-t-il, sa voix formelle, je suis tenu de lire leurs dernières volontés exactement telles qu'elles ont été écrites. Ma famille se penche en avant, pleine d'attente. Aaron ajuste ses lunettes et commence à lire, son ton mesuré et précis. Des phrases juridiques nous submergent jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne critique. Il s'arrête, prend une profonde inspiration et continue. Je lègue par la présente l'intégralité de ma succession, évaluée à environ 31,5 millions de dollars, à ma petite-fille, Adli Elizabeth Martin. Le silence qui suit ressemble au moment avant une tempête. Je cligne des yeux, certaine d'avoir mal entendu. L'intégralité de la succession, répète papa, sa voix dangereusement calme. Il doit y avoir une erreur, dit maman, son sourire des réseaux sociaux s'évanouissant. Cole se lève brusquement. Que as-tu fait, demande-t-il en me fusillant du regard. Comment les as-tu manipulés? L'accusation me pique plus que s'il m'avait giflé. Je ne l'ai pas fait, ma voix se brise. Je n'en avais aucune idée. Aaron lève la main pour faire silence, puis se tourne vers son ordinateur. Walter et Lila ont anticipé votre réaction. Ils ont préparé ceci. Ils tournent l'écran vers nous. Grand-mère et grand-père apparaissent, assis ensemble sur leur balançoire de Porsche. Ils ont l'air fatigués mais résolus. Si vous regardez ceci, commence grand-père, alors notre décision a été un choc pour certains d'entre vous. La douce voix de grand-mère continue. Grégory, Serena, Cole, nous avons vu comment vous parlez de nous quand vous pensez que nous n'écoutons pas, comment vous planifiez notre argent pendant que nous sommes encore en vie. Ma gorge se serre alors que les souvenirs affluent. Être déposés dans leur maison d'apparence modeste, qui cachait apparemment des millions, pendant que mes parents assistaient à des événements de réseautage. Moi,
adolescente, aidant grand-père à entretenir sa petite flotte de camions qui était apparemment la fondation d'un empire du transport. Grand-mère m'apprenant à cuisiner, à jardiner, à vivre avec un but plutôt qu'avec des faux semblants. Adli est la seule qui nous ait jamais aimés pour nous-mêmes, dit grand-mère, les yeux embués, pas pour ce que nous pouvions lui donner. La vidéo se termine. Aaron ferme son ordinateur portable avec une finalité silencieuse. Sur le parking, papa me coince contre ma voiture, son souffle chaud sur mon visage. Tu me transféreras le contrôle demain, dit-il, la voix basse et dangereuse. Tu peux garder 12% ma chérie, roucoule maman, apparaissant à ses côtés, son inquiétude aussi fabriquée que son chagrin. Ce genre d'argent nécessite de l'expérience pour être géré. Tu n'es tout simplement pas équipé. Cole se dresse derrière eux. Souviens-toi de ce que signifie la loyauté familiale, Adli. Souviens-toi de qui s'occupe de qui. Je serre fermement mes clés, sentant le métal me mordre la paume. J'ai besoin de temps pour réfléchir, parviens-je à dire, la voix tremblante mais ferme. Le visage de papa s'assombrit. Souviens-toi de qui possède ton immeuble, Adli. Souviens-toi de qui peut passer un coup de fil et te laisser sans abri. Il s'éloigne, un front uni de droits acquis. Je reste figé, les clés s'enfonçant dans ma peau, le poids de 31 millions de dollars et la confiance de mes grands-parents pesant sur moi comme une force physique. Cette nuit-là, je fais les 100 pas dans mon petit studio, la panique me griffant la poitrine. Tout ce que je possède tient dans cette pièce. Ma vie de conseillère d'orientation couvre à peine le loyer. Je n'ai pas d'économie, pas de plan de secours. Je m'affale sur mon lit, les doigts serrant toujours l'écharpe de grand-mère, quand un coup à ma porte me fait sursauter. Inspection de la direction, appelle une voix rauque. Mon téléphone sonne. Le nom d'Aaron clignote à l'écran. Adli, dit-il d'urgence quand je réponds. Il prévoit de t'enfermer dehors. C'est illégal mais il pourrait essayer. Tu dois partir. Maintenant. Les larmes brouillent ma vision alors que je jette des articles essentiels dans un sac à dos, mes mains tremblant si fort que j'ai à peine la force de le fermer. Je n'aurais jamais imaginé qu'hériter d'une fortune me laisserait me sentir plus vulnérable que je ne l'ai jamais été de ma vie. Mais alors que j'attrape l'écharpe de grand-mère et que je l'enroule autour de mon cou, sa voix semble me chuchoter à l'oreille. Tiens bon, ma fille Adli. Certaines choses valent la peine de se battre. Le lendemain, la pluie fouette le pare-brise alors que je m'arrête devant la maison de grand-mère et grand-père à Gig Harbor. La vaste maison de style artisan est en retrait de la route, enveloppée de cèdre et de pierre, de conception modeste malgré son emplacement au bord de l'eau. Rien à voir avec les manoirs modernes et brillants qui ont poussé autour au fil des décennies. Je reste assise dans la voiture, regardant les gouttes de pluie courir sur la vitre, mon cœur battant contre mes côtes. Il y a 24 heures, je fuyais mon appartement avec un sac à dos d'essentiel. Maintenant, je suis sur le point d'entrer dans une maison valant des millions qui m'appartient d'une manière ou d'une autre. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne l'atteigne. Miguel Alvarez se tient dans l'entrée, son visage buriné solennel. Pendant 15 ans, il a géré ce domaine, devenant plus un membre de la famille qu'un employé. Mademoiselle Adli. Sa voix se brise légèrement. Bienvenue à la maison. Je rentre, dégoulinant sur les planchers de chêne usé. La maison sent l'huile de citron et la cannelle, comme toujours. Votre grand-mère m'a demandé de vous donner ceci. Miguel tend une petite clé en laiton. Si les choses se passaient ainsi. Il me conduit au bureau de grand-père, où un lourd bureau antique domine la pièce. La clé correspond à un tiroir du bas, révélant un journal en cuir usé relié par un ruban délavé. Elle a dit que vous comprendriez le moment venu. Miguel me serre l'épaule avant de me laisser seul. Je me blottis dans le fauteuil de lecture de grand-père près de la cheminée, repliant mes pieds sous moi en ouvrant le journal. La première entrée est datée d'il y a 10 ans. Grégory est venu aujourd'hui demander un autre prêt. Il a affirmé que son investissement était garanti de tripler en quelques mois. Quand Walter a hésité, il nous a rappelé à quel point les frais de scolarité de Cole devenaient chers. Nous avons signé le chèque. Walter soupçonne que nous ne reverrons plus cet argent. Mon estomac se noue. Je tourne plusieurs mois en avant. Grégory n'a pas mentionné de remboursement. Quand j'ai demandé, il a agi comme si j'avais oublié qu'il nous avait déjà remboursé. Walter dit de laisser tomber. Ce n'est que de l'argent, dit-il, mais c'est le schéma qui m'inquiète. Je tourne page après page, les doigts tremblants.
Serena a amené des designers pour aider à rénover la maison aujourd'hui. Ils ont mesuré les pièces et pris des photos pendant qu'elle soulignait à quel point tout avait l'air fatigué. Plus tard, je l'ai surprise en train de photographier le service en argent de la mère de Walter. Elle a sursauté en me voyant, disant qu'elle voulait de l'inspiration pour les décorations de sa fête d'anniversaire. La porte grince en s'ouvrant. June Porter, femme de ménage depuis plus de 20 ans, entre avec un plateau de thé. Ses yeux sont cerclés de rouge. Vous lisez les journaux de Madame Lila. Ce n'est pas une question. Étiez-vous au courant de tout cela? Je désigne les pages ouvertes. June pose le plateau. J'ai gardé mes propres dossiers. Madame Lila me l'a demandé. Elle disparaît, revenant avec une boîte de banquier. Des documents financiers. Des accords de prêt que votre père n'a jamais remboursés. Des propositions de start-up de votre frère, tout en défaut. Elle pose un épais dossier sur le dessus. Et ce sont des copies de documents de transfert de propriété que votre mère a essayé de faire signer à Madame Lila 3 mois avant son décès. Elle prétendait que c'étaient des plans successoraux mis à jour recommandés par leurs conseillers. J'étale les papiers sur le bureau. Des milliers de dollars détournés vers les entreprises en faillite de papa. Les demandes répétées de call pour des fonds de démarrage qui n'ont jamais produit de résultats. Les tentatives de maman de transférer des biens qui auraient discrètement déplacé la propriété avant le décès. Il les saignait à blanc, je chuchote. Pendant des années, confirme June. Votre grand-père insistait pour croire le meilleur de son fils. Votre grand-mère était plus lucide. Je trouve une entrée de Noël il y a 2 ans. Cole a bu trop de vin au dîner. Quand il a cru que Walter et moi étions couchés, je l'ai entendu dire à Gregory, quand les vieux mourront, nous serons riches. Gregory a ri. Notre petit-fils a ri de notre mort. Ma gorge se serre. Je me souviens de ce Noël. J'avais fait des doubles quarts de travail pour me payer le billet de train pour rentrer à la maison. Maman s'est plainte de mon pull usé au dîner pendant que Cole exhibait sa nouvelle montre de créateur. La sonnette retentit. June jette un coup d'œil à sa montre. Ce doivent être Monsieur Champ et Mademoiselle Park. Marcus Champ entre le premier, portant un portefeuille en cuir, son visage habituellement calme tendu. En tant que conseiller financier de grand-père pendant 20 ans, il est le seul à vraiment comprendre l'étendue de leur richesse. Adley, dit-il en me prenant la main. J'ai apporté le portefeuille complet. Vous devez comprendre ce que vous protégez. Evelyn Park suit, ses cheveux argentés sévèrement tirés en arrière. Partenaire commercial de grand-père chez Summit Freight pendant 3 décennies, elle porte une pile de dossiers de l'entreprise. Les employés de Summit signalent des visiteurs étranges posant des questions sur les itinéraires d'expédition et les contrats des clients, dit-elle sans préambule. Quelqu'un fouine. Aaron arrive le dernier, des documents juridiques sous le bras. J'ai préparé des mesures de protection préliminaires. Nous devons agir rapidement. Ils se rassemblent autour de la table de la salle à manger, formant un cercle de protection dont je n'aurais jamais su que j'aurais besoin. Chacun apporte une pièce du puzzle, révélant l'empire que mes grands-parents ont construit et comment ma famille a méthodiquement essayé de le démanteler. Mon téléphone vibre. La voix de papa remplit le haut-parleur lorsque je lis le message vocal. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, Adley. Cela peut encore se terminer avec tout le monde heureux, ou cela peut devenir très laid. À toi de choisir. Pendant que nous élaborons notre stratégie, la sonnette retentit à nouveau. Un coursier livre une enveloppe manie sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvent mes photos d'enfance avec les visages barrés au marqueur rouge. Cela dégénère rapidement, dit Aaron en mettant les photos sous scellé comme preuve. Les employés de Summit signalent des visiteurs étranges. Votre frère a commencé à publier des messages sur votre instabilité mentale en ligne. Votre mère a appelé votre lieu de travail avec des préoccupations familiales. Ma main tremble alors que je pose ma tasse de thé. Que faisons-nous? Demandez des ordonnances de protection d'urgence, dit Aaron en sortant des documents préparés. Les preuves sont accablantes. Le juge Carter les approuvera immédiatement. Il y a autre chose, dit June. Mademoiselle Lila a mis de côté le cottage de Port Orchard dans une fiducie distincte. Il ne fait pas partie de la succession principale, un endroit sûr si vous en avez besoin. Je pense à mes élèves, les enfants qui comptent sur moi pour être là tous les jours. Je vais devoir prendre un congé de mon travail. Le poids de tout cela s'abat soudainement sur moi. Je me dirige vers le jardin de grand-mère, maintenant luisant de pluie.
Ces roses fleuriront bientôt sans qu'elle puisse les voir. Je n'ai jamais voulu de leur argent, je chuchote à la terre humide. Je les voulais juste eux. Mais en regardant la maison où mes alliés inattendus attendent, je réalise que grand-mère et grand-père m'ont donné plus que de l'argent. Ils m'ont donné la vérité et des gens qui m'aideront à la protéger. 3 jours dans ma nouvelle vieille maison, mon café du matin refroidit alors que je regarde le journal. Le titre me saute aux yeux, une famille conteste un héritage suspect. Ma main tremble alors que je parcours les citations de sources familiales anonymes, affirmant que grand-mère Lila souffrait de capacités diminuées pendant ces derniers mois. Ils le font vraiment, je chuchote à la cuisine vide. Mon téléphone vibre avec un texto d'Aaron. Grégory a déposé une requête d'urgence auprès du tribunal, affirmant que Lila était mentalement incompétente lors de la signature du testament. Appelle-moi. Avant que je puisse composer le numéro, une notification apparaît. Le visage souriant de maman remplit mon écran, une capture d'écran de l'émission matinale locale où elle tamponnait des larmes théâtrales tout en décrivant ses préoccupations concernant l'exploitation des personnes âgées. La légende disait, une fille au cœur brisé s'exprime sur les soupçons de maltraitance envers les personnes âgées. Les murs de la maison de grand-père et grand-mère, ma maison, semblent maintenant se refermer sur moi. Je pose le téléphone, respirant profondément comme je le dis à mes élèves lorsque l'anxiété les submerge. Miguel frappe doucement avant d'entrer. Mademoiselle Adli, vous devriez voir ça. Il me tend sa tablette, ouverte sur une page de réseau social que Cole a créée pendant la nuit. Justice pour l'héritage Monroe. Déjà 400 abonnés. Des gens que je connais depuis toute ma vie commentent leurs préoccupations. Frecht a appelé, ajoute Miguel, son visage buriné solennel. 3 clients ont reçu des lettres anonymes mettant en doute la stabilité de l'entreprise. Ils attaquent de tous les côtés. Ma voix semble distante, inconnue. Votre grand-père a anticipé cela, Miguel désigne le bureau. Peut-être est-il temps que vous voyiez ces journaux d'affaires. Dans le bureau lambrissé de chêne qui sent encore faiblement le tabac à pipe de grand-père, j'ouvre le journal relié en cuir de 1987, l'année où Frecht a failli faire faillite pendant la récession. L'écriture soignée de grand-père remplit la page. La 3e banque a rejeté notre demande de prêt aujourd'hui. Lila dit que nous devrions vendre la maison. Je ne risquerai pas notre maison. Quand tout le monde dit que vous allez échouer, c'est là que vous trouvez votre courage. Demain, je parlerai au chauffeur d'un arrangement salarial temporaire jusqu'à ce que nous surmontions cette épreuve. Je touche la page, sentant les indentations que son stylo a faites il y a des décennies. Les mots se brouillent alors que les larmes montent. Il y a plus, dit Miguel en ouvrant le tiroir du bureau de grand-mère. Il retire une petite clé USB. Madame Lila a installé des caméras de sécurité l'année dernière. Elle ne l'a jamais dit à vos parents. Sur l'ordinateur de grand-père, je regarde des images datant du jour des funérailles. Papa et Cole, se déplaçant méthodiquement dans les pièces, vérifiant les valeurs sur leur téléphone, emballant de plus petits objets dans leur manteau avant de partir. Maman photographiant de l'argenterie et des antiquités, essuyant de fausses larmes entre les clichés. Ils volaient, je chuchote, tout en faisant semblant de pleurer. Madame Lila savait. Elle a gardé des dossiers de tout. Le système de sécurité sonne, nous interrompant. Miguel vérifie son téléphone. Ils sont aux portes, tous. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes alors que je me dirige vers la fenêtre avant. 3 véhicules sont à l'arrêt devant les portes en fer forgé. La Mercedes de papa, le Range Rover de maman, la Tesla de Cole. Dois-je appeler Aaron, demande Miguel. Je redresse les épaules, me souvenant des paroles de grand-père. Trouver son courage. Non, je m'en occupe. L'interphone crépite. La voix de papa, professionnelle et autoritaire. Adli, ouvre les portes. Nous sommes ici pour récupérer les objets de famille qui nous appartiennent de droit. J'appuie sur le bouton du haut-parleur. Je vous attends sur les marches de l'entrée. Le soleil d'été tape fort alors que je me tiens seul sur les larges marches de calcaire. Les portes s'ouvrent automatiquement. Je veux des témoins de ce qui va se passer ensuite. Papa s'avance le premier, une mallette à la main, l'expression contrôlée met les yeux pétillants de calcul. Maman suit, l'appareil photo prêt dans une robe noire de bon goût, tandis que Cole traîne légèrement derrière, les épaules voûtées. Ça a assez duré, annonce papa, projetant sa voix comme s'il s'adressait à un conseil d'administration. Nous sommes ici pour le service en argent de l'arrière-grand-mère et les lampes Tiffany, pour commencer.
Ces articles ont été spécifiquement répertoriés dans le testament comme faisant partie de mon héritage, dis-je, ma voix plus stable que je ne le pensais. Un testament que nous contestons, intervient maman, son inquiétude feinte s'effritant. Ma chérie, tu es dépassée. Laisse-nous t'aider à gérer les choses jusqu'à ce que les tribunaux tranchent. Cole s'avance soudainement, tentant de me dépasser dans les escaliers. Je vais juste prendre mes affaires dans mon ancienne chambre pendant que nous. Il se fige alors que des lumières clignotent et qu'un faible bourdonnement remplit l'air. Le nouveau système de sécurité qu'Aaron a installé s'active, des voyants rouges clignotant le long du périmètre. Des mesures de prévention des intrusions, j'explique doucement. La propriété est maintenant surveillée par plusieurs caméras diffusant sur un serveur sécurisé. Maman allait de façon dramatique, se tenant la poitrine avant de s'affaisser lentement sur la pelouse manucurée. Ma propre fille, traitant sa famille comme des criminels. Le crissement du gravier annonce de nouvelles arrivées. Miguel s'approche du côté de la maison, portant un classeur en cuir. Mademoiselle Adli, j'ai apporté l'inventaire complet des articles ménagers comme vous l'avez demandé, avec la documentation de provenance. Mademoiselle Adli. La silhouette compacte de June apparaît ensuite, ses cheveux gris soigneusement épinglés. Je les ai vus prendre des objets après le service, annonce-t-elle d'une voix forte. J'ai fourni une déclaration sous serment à Monsieur Feldman. Une berline argentée s'arrête derrière les véhicules de ma famille. Evelyn Park, partenaire commercial de grand-père depuis 30 ans, en sort, suivi de 5 employés de longue date de semi-temps polo de l'entreprise. Nous sommes venus montrer notre soutien, dit clairement Evelyn. Walter et Lila ont bâti cette entreprise sur l'intégrité. Nous soutenons leur volonté. La BMW d'Aaron s'arrête à côté. Il sort avec un portefeuille en cuir. Ah, timing parfait. Je venais juste mettre Adli au courant de l'ordonnance restrictive, mais puisque vous êtes tous là, je peux vous signifier ces papiers directement. Le visage de papa rougit alors qu'Aaron s'approche avec les documents. Maman reste étendue sur l'herbe, son effondrement théâtral oublié alors qu'elle observe la foule grandissante avec calcul dans les yeux. De la rue, un groupe de personnes se rassemble voisins, amis de mes grands-parents, regardant tranquillement, trouvant une force que je ne savais pas posséder. Je m'avance. Cela se termine aujourd'hui. Ma voix porte à travers l'allée soudainement silencieuse. Chaque mot prononcé ici est enregistré, chaque action filmée. Vous avez montré qui vous êtes vraiment, et maintenant d'autres le voient aussi. Une camionnette de presse ralentit à l'entrée de la propriété, son logo visible sur le côté. Qui a appelé les médias, grogne papa, son sang-froid se fissurant. Nous l'avons fait, crie Madame Henderson de l'autre côté de la rue, agitant son téléphone portable. Surveillance de quartier. Nous veillons les uns sur les autres. Pour la première fois depuis la mort de grand-mère, je vois une réelle peur dans les yeux de mon père. Il jette un coup d'œil à la foule grandissante, aux caméras, aux papiers dans la main d'Aaron. Ce n'est pas fini, marmonne-t-il, mais il se retire déjà vers sa voiture. Maman se remet miraculeusement de son évanouissement, se dépêchant de le suivre avec un regard inquiet vers la camionnette de presse. Cole hésite, me regardant directement pour la première fois. Quelque chose d'illisible traverse son visage avant qu'il ne suive nos parents. Cette nuit-là, je me tiens seul dans la chambre de mes grands-parents, intacte depuis leur décès. Le panier à tricoter de grand-mère est à côté de son fauteuil de lecture, des aiguilles dépassant d'une écharpe bleue inachevée. Les lunettes de lecture de grand-père reposent sur sa table de chevet, pliées soigneusement à côté d'un roman policier à moitié lu. Le chagrin que j'ai retenu s'abat sur moi. Je m'affale sur le bord de leur lit, serrant l'une des aiguilles à tricoter de grand-mère. Je ne sais pas si je peux être ce qu'ils croyaient que je pouvais être, je chuchote dans le vide. L'aube me trouve toujours là, regardant la lumière filtrer progressivement à travers les rideaux de dentelle. Grand-mère les a fait elle-même. Quelque chose s'installe dans ma poitrine, pas la paix exactement, mais la résolution. Plus tard dans la matinée, l'équipe se réunit dans le bureau de grand-père, Aaron avec des dossiers juridiques, Marcus avec des projections financières, Evelyn avec des rapports d'opération de Summit. Je prends la place de grand-père à la tête de la table, ne me sentant plus comme une usurpatrice. Nous avons besoin de plans complets, leur dis-je, pas seulement pour nous défendre contre leurs attaques, mais pour construire quelque chose de durable. J'ai préparé des injonctions contre tout harcèlement juridique supplémentaire, commence Aaron, faisant glisser des documents sur la surface polie. Marcus tapote sa tablette. J'ai sécurisé les comptes et les investissements avec des protocoles de vérification supplémentaires.
La réunion des employés de Summit s'est bien passée, rapporte Evelyne. Une fois qu'ils ont compris votre engagement à maintenir les opérations et les emplois, le moral s'est stabilisé. Nous ne nous défendons pas seulement, dis-je, faisant écho à la voix stable de grand-père dans ma mémoire. Nous construisons. Un léger coup interrompt. June entre, portant une boîte en carton poussiéreuse. J'ai trouvé ça dans le grenier. Je pensais que vous devriez le voir. L'étiquette de la boîte, de l'écriture soignée de grand-mère, indique simplement « En cas de Grégory ». À l'intérieur se trouvent des décennies de documents méticuleusement organisés, des lettres, des conversations enregistrées, des dossiers financiers, datés et catalogués avec la précision caractéristique de ma grand-mère. Au fond, enveloppé dans du papier sans acide, se trouve un petit livre relié en cuir. Mon souffle se coupe alors que je le soulève délicatement. Est-ce que c'est ce que je pense? Je chuchote. June hoche la tête, ses yeux complices. Madame Lila a dit que vous le reconnaîtriez le moment venu. Je tiens le registre commercial original de grand-père Walter de 1962, le document fondateur de Summit Frecht, contenant le cadre juridique qui rendrait la contestation du testament presque impossible. Notre réunion s'ajourne avec une nouvelle détermination. Pour la première fois depuis la bombe de l'héritage, je sens non seulement l'épine dorsale de grand-père, mais la mienne. Une semaine plus tard, je me prépare à défendre ce qui m'appartient légalement et à protéger l'héritage de mes grands-parents. Je suis assise au bureau en chêne antique de grand-père Walter, passant mes doigts sur les bords usés où ses mains ont reposé pendant des décennies. Le fauteuil en cuir conserve encore l'empreinte de son corps, un souvenir physique qui me réconforte alors que je décroche le combiné du téléphone pour ce qui me semble être le 100e appel de la journée. Monsieur Delgado. Oui. C'est Adi Martin. Je vous remercie de prendre mon appel. Je redresse ma posture, canalisant la confiance tranquille de grand-père. J'aimerais discuter de l'extension du programme de participation aux bénéfices pour les chauffeurs de Summit, avec effet immédiat. La matinée passe dans un tourbillon de réunions, chacune étant une autre pièce du plan que nous avons élaboré. Les employés de Summit Frecht défilent dans le bureau tout au long de la journée, des chauffeurs burinés aux mains calleuses, du personnel de bureau aux yeux curieux, des mécaniciens aux doigts tachés de graisse. Chacun repart les épaules un peu plus droites, les yeux un peu plus brillants. Mon grand-père croyait qu'une entreprise n'est aussi forte que les gens qui la construisent au quotidien, dis-je au chef de département réuni. À partir du mois prochain, chaque employé participera au programme élargi de participation aux bénéfices. La couverture santé s'étendra aux personnes à charge. Le fonds d'éducation doublera. Evelyne distribue les dossiers détaillés, tandis que Marcus projette les modèles financiers montrant la viabilité à long terme. La salle éclate d'applaudissements, sincères et chaleureux, rien à voir avec les applaudissements creux des réseaux sociaux que ma mère convoite. Dr Reynolds, dis-je plus tard, le téléphone collé à mon oreille alors que j'examine l'évaluation des besoins de la communauté étalée sur le bureau. La fondation veut se concentrer d'abord sur les bourses de formation professionnelle. Mon grand-père croyait en la dignité des métiers qualifiés. L'expert de la fondation à l'autre bout du fil parle avec enthousiasme des délais de mise en œuvre. Je prends des notes dans les marges de l'évaluation, encerclant les domaines où l'impact sera le plus grand. Mon téléphone vibre avec un texto d'Aaron. Grégory a contacté 3 clients majeurs directement, invoquant des préoccupations familiales concernant la stabilité de Summit. J'expire lentement, sentant la tension familière dans ma poitrine. Le téléphone du bureau sonne quelques minutes plus tard. Le directeur des opérations de Summit rapporte que maman s'est présentée à mon école, acculant le directeur avec des préoccupations concernant l'état d'esprit de Hadley. Le directeur Kovacs n'y a pas cru, m'assure-t-il, il a dit que votre mère semblait plus instable que vous ne l'avez jamais été. Un coup à la porte révèle Miguel, son expression sombre alors qu'il tient un paquet scellé. Ceci a été livré par coursier, sans adresse de retour. À l'intérieur, un épais dossier intitulé « Preuve de manipulation » contient des photos de moi avec mes grands-parents, annotés de dates et de questions suspectes, des impressions de mes de prétendues évaluations psychologiques et des dossiers médicaux avec des passages surlignés suggérant mon influence indue. Je tourne à la dernière page et éclate d'un rire inattendu. Ils ont accidentellement inclus leur propre email menaçant à grand-mère Lila de l'année dernière, avec le bloc de signature de Grégory et des menaces juridiques lorsqu'elle a refusé de transférer les titres de propriété. Ils deviennent désespérés, dit Aaron lorsque je l'appelle. Heureusement que nous avions anticipé cela. Le lendemain matin se lève clair et frais alors que je me prépare pour le déjeuner de la chambre de commerce. Papa avait planifié ce moment depuis des semaines,
selon nos sources, une confrontation publique où je serais forcé de me défendre parmi l'élite des affaires de Guy Garbor. Prête, demande Evelyne alors que nous nous garons sur le parking du country club. Marcus ajuste sa cravate. Souviens-toi, reste calme quoi qu'il arrive, nous avons tout prévu. La salle de banquet devient silencieuse à notre entrée. Le visage de Grégory s'assombrit en nous apercevant, son corps se tendant comme un prédateur se préparant à bondir. Je sens des dizaines d'yeux suivre notre progression jusqu'à la table réservée. Je suis à peine assise que papa s'approche, sa voix calculée pour porter. La voilà, la fille qui détruit l'héritage de notre famille. Walter aurait honte de ce que vous avez fait à Smithfrecht. Avant que je puisse répondre, le président de la chambre, Jack Wilson, se lève en tapotant son verre d'eau. En fait, Grégory, nous récompensons Smithfrecht aujourd'hui pour 40 ans d'intégrité commerciale et de service à la communauté. Walter Monroe a créé ce prix, et nous sommes honorés de le remettre à son successeur désigné. La salle éclate d'applaudissements alors que Jacques me fait signe de le rejoindre sur le podium. Mes jambes me semblent en bois alors que je me lève, très consciente du visage rougeoyant de papa et du sourire figé de maman. Mes grands-parents ont bâti Smithfrecht sur 2 fondations dis-je, en acceptant le prix de cristal, l'excellence du service et l'investissement dans les personnes. Leur héritage ne se mesure pas en dollars mais en vies améliorées. L'ovation debout me submerge par vagues. D'anciens chauffeurs partagent des histoires de grands-pères les aidant dans les moments difficiles. Des directeurs d'organismes de bienfaisance louent la générosité discrète de grand-mère. Le président du collège communautaire annonce le nouveau programme de bourse d'études professionnelles, financé par la Fondation Monroe. Plus tard, le communiqué de presse d'Aaron détaillant les protections des employés de Summit fait la une des journaux du soir, ainsi que des déclarations de June et Miguel sur le traitement de mes grands-parents par mes parents dans leurs dernières années. Les effets se propagent dans la ville comme des pierres jetées dans l'eau calme. Les partenaires commerciaux de Grégory demandent de la distance. Le cercle social de maman l'exclut des galas de collecte de fonds. Les investisseurs de la start-up de Cole se retirent après avoir appris le schéma de manipulation financière. Le conseil d'administration du country club met leur adhésion en examen. Je refuse chaque demande d'interview, chaque occasion de les critiquer publiquement. Nous nous concentrons sur la construction, pas sur la démolition, dis-je à Miguel lorsqu'il m'apporte la dernière invitation d'une émission matinale. La première fissure apparaît 3 nuits plus tard. Mon téléphone sonne à 23h36, la sonnerie de maman. Adli. Elle sanglote, la voix épaisse de ce qui semble être une émotion sincère. Ce n'est pas ce que je voulais. Tu dois me croire. Je ne dis rien, laissant le silence s'étirer entre nous. Ton père. Elle commence, puis s'arrête. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. La deuxième fissure se forme dans un texto de Cole le lendemain matin. Papa perd la tête. Je ne savais pas pour les prêts qu'il a contractés à mon nom. On peut parler? Juste nous? L'avocat de Grégory appelle Aaron le lendemain, demandant une réunion sans la présence de Grégory. Ils implosent, me dit Aaron par la suite. Leur front uni s'effrite. Cette nuit-là, je suis assise sur la balançoire du porche où grand-mère et grand-père ont passé d'innombrables soirées, mon journal ouvert sur mes genoux. Le stylo hésite sur la page blanche avant de finalement se poser. La victoire a un goût amer quand c'est la famille. Mais quelle est l'alternative? Abandonner l'héritage qu'ils m'ont confié? Permettre l'exploitation qu'ils ont combattue pour l'empêcher? La brise porte le parfum des roses de grand-mère, plantées il y a des décennies mais fleurissant toujours fidèlement chaque année. Tenir bon ne semble pas toujours triomphant, mais c'est parfois le seul moyen d'honorer ce qui compte le plus. Une semaine plus tard, j'ai appelé mes parents pour la confrontation finale. Je pose la montre de poche antique de Walter sur la table de conférence polie, un chronomètre silencieux pour l'épreuve de force d'aujourd'hui. L'horloge de grand-père dans le hall sonne 10 heures alors que les portières de voiture claquent à l'extérieur. Ils sont là. Prête? Demande Aaron en redressant sa cravate. Je hoche la tête, lissant l'écharpe de grand-mère Lila entre mes doigts. Aussi prête que je ne le serai jamais. Miguel ouvre la porte d'entrée, son visage professionnellement neutre, alors qu'il escorte ma famille dans la maison qu'ils ont essayé de dépouiller alors que grand-mère et grand-père étaient encore chauds dans leur tombe. Papa entre le premier, sa confiance ne faiblissant que lorsqu'il aperçoit la juge Hélène Carter à table. Maman suit, son sourire prêt pour la caméra se figeant lorsqu'elle remarque Daniel Brox, ancien chef de la police et ami de pêche de grand-père, debout près de la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est » demande papa, s'arrêtant net.
Nous avions convenu d'une réunion de famille, pas d'un tribunal public. Nous avions convenu d'une médiation, le corrige-jeu. Ce sont les médiateurs que j'ai choisis. Cole se glisse en dernier, les yeux allant de nos parents à moi, tirant sur son col. Pendant un bref instant, nos regards se croisent, et quelque chose comme de la honte vacille sur son visage. Maman glisse vers moi, les bras tendus. Ma chérie, nous pouvons sûrement parler en privé d'abord? Les affaires de famille devraient rester en. Les affaires de famille devraient impliquer la vraie famille, j'interromps, ma voix plus stable que mon cœur qui bat la chamade. S'il vous plaît, asseyez-vous. Le visage de papa s'assombrit jusqu'à un cramoisi dangereux. Je refuse de participer à ce cirque. Soit vous videz la pièce, soit nous partons. Nous procédons avec transparence ou pas du tout, dis-je en désignant les chaises. À vous de choisir. Après une confrontation tendue, il s'assoit. Aaron fait glisser des dossiers devant chaque personne avec une précision exercée. Pièce à conviction A, annonce-t-il en tapotant son ordinateur portable. L'écran de télévision sur le mur s'illumine avec des images de sécurité. Maison de Walter et Lila Monroe. Le soir après les funérailles. La vidéo montre papa et Cole chargeant des tableaux dans le VUS de papa sous le couvert de l'obscurité. On peut voir maman emballer soigneusement des chandeliers en argent dans son écharpe. Cole se sent mal à l'aise. La main de maman vole à sa gorge. Des objets de famille que nous mettions en sécurité, dit papa, d'un ton dédaigneux, mais sa voix manque de conviction. Pièce à conviction B, Aaron avance. Des dossiers financiers apparaissent, chacun mettant en évidence des prêts impayés aux entreprises en faillite de papa, totalisant plus de 4 millions de dollars. Pièce à conviction C, Aaron continue méthodiquement à travers chaque pièce à conviction accablante. La tentative de maman de transférer des titres de propriété alors que grand-mère était hospitalisée. La série d'investissements de start-up en défaut de Cole, des conversations téléphoniques enregistrées complotant la division des actifs avant même le décès de grand-père. À chaque révélation, la rage de papa augmente visiblement. Ses jointures blanchissent autour des bords du dossier. Le personnage de victime soigneusement construit de maman s'effondre, le mascara traînant sur ses joues. Cole fixe la table, les épaules voûtées. La juge Carter prend des notes sans expression. Daniel se rapproche légèrement de papa lorsque sa respiration devient dangereusement rapide. Finalement, Aaron ouvre le journal en cuir de grand-mère. Selon les propres mots de Lila Monroe, daté du 14 juin de l'année dernière, Gregory a exigé 100 000 $ de plus aujourd'hui. Quand je lui ai rappelé les prêts impayés précédents, il a suggéré que nous ne voudrions pas que Cole soit au courant de certaines affaires familiales. Je reconnais la menace. Walter et moi avons décidé que Hadley est notre seul espoir de préserver ce que nous avons construit. La pièce tombe dans le silence, à l'exception des sanglots étouffés de maman. Tu les as manipulés, accuse papa, sa voix tremblant de fureur. Tu les as retournés contre nous. Non, je réponds, mon calme surprenant même moi. Vos propres actions parlent d'elles-mêmes. Je fais glisser un document vers l'avant. Voici mon offre. Un petit fonds en fiducie pour chacun de vous, à condition de restituer tous les objets pris dans cette maison et de cesser toute tentative de communication avec moi ou toute personne associée à Summit Frecht ou à la Fondation Monroe. Papa rit amèrement. Ou quoi? Ou je porte plainte pour vol, maltraitance de personnes âgées et tentative de fraude, je réponds, tout est documenté en triple exemplaire et attesté par un juge en exercice et un ancien chef de la police. Tu as retourné tout le monde contre nous, explose papa en frappant du poing sur la table. Non, papa, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Tes propres actions ont fait ça toutes seules. L'horloge de grand-père sonne bruyamment dans le silence qui suit. 10 minutes passent avant que papa n'attrape le stylo qu'Aaron lui tend. Le grattement des signatures donne l'impression de fermer un livre. En partant, Cole hésite dans l'embrasure de la porte, jetant un regard en arrière avec une expression que je ne peux pas tout à fait lire. Pendant un instant, je pense qu'il pourrait rester, qu'il pourrait choisir différemment. Puis papa aboie son nom, et il l'essuie. Quand la porte se ferme, j'expire d'une voix tremblante. Aaron me serre l'épaule. Le juge Carter hoche la tête en signe d'approbation. Le visage buriné de Daniel s'illumine d'un sourire. Walter serait fier, dit-il doucement. Tenir bon, ce n'est pas avoir la voix la plus forte dans la pièce. C'est savoir quand c'en est assez. Je touche l'écharpe de grand-mère, toujours enroulée autour de mon cou. Je n'ai jamais voulu de leur argent,
je chuchote. Je voulais juste être une famille. Je sais, dit Aaron. C'est exactement pourquoi vos grands-parents vous ont confié tout ce qu'ils ont construit. Dehors, des moteurs démarrent, des portières de voitures claquent, ils s'éloignent, et quelque chose en moi sait que c'est pour la dernière fois. Je suis maintenant l'héritage de mes grands-parents, non pas leur argent, leur valeur. Et certaines limites, une fois fixées, ne doivent plus jamais être franchies. 6 mois après la confrontation finale, j'arrive toujours à l'école à 7h30, mon bureau de conseil, un sanctuaire d'oreilles attentives et de conseils constants. La plaque de laiton Adlie Martin, conseillère d'orientation, reste le titre que je chéris le plus, malgré les documents de fiducie portant des mots comme exécuteur testamentaire et bénéficiaire. Ce matin, une petite coupure de la section des affaires est posée sur mon bureau. Smith-Frecht a annoncé des bénéfices records dans le cadre de son nouveau modèle d'actionnariat salarié. Les camions de Walter grondent toujours dans la ville, mais maintenant 68 chauffeurs ont des parts dans leur avenir. Mademoiselle Martin, mon assistante, passe la tête. Vos invités de la fondation sont là. La fondation Lila et Walter Monroe existe sur le papier et dans 12 millions de dollars de financement soigneusement alloués, mais aujourd'hui marque quelque chose de plus tangible, nos premiers boursiers. 5 étudiants attendent nerveusement dans la salle de conférence, serrant des dossiers d'acceptation. Leurs yeux s'écarquillent alors que j'explique le fonctionnement du fonds de formation professionnelle, une scolarité complète, des allocations de subsistance et des apprentissages garantis. Mes grands-parents croyaient en la construction de choses qui durent, leur dis-je. Maintenant, vous faites partie de cet héritage. Plus tard, je conduis sur la route familière de la maison du port. La propriété semble différente maintenant, plus légère d'une manière ou d'une autre, comme si le poids du secret s'était levé. Je me gare à côté de la berline raisonnable d'Evelyne et de la vieille Volvo de Marcus. À l'intérieur, la table de la salle à manger qui a autrefois été témoin de la cupidité de ma famille accueille maintenant une célébration. June sort la porcelaine de Lila pendant que Miguel arrange le jeu d'échecs prisé de Walter à proximité. Vous vous souvenez de notre première réunion ici, demande Aaron en aidant avec les verres d'eau. Vous pouviez à peine parler sans trembler. Difficile de croire que c'était la même personne qui a affronté Grégory Martin aux portes. Evelyne rit. Je passe mes doigts le long du bord de la table, me souvenant. Même maison, même personne, Adlie différente. Nous trinquons avec du cidre pétillant lorsque Marcus annonce le premier projet majeur de la fondation, un laboratoire d'impression 3D pour le programme technique du collège communautaire. Lila et Walter seraient si fiers de ce que vous avez construit, dit Miguel, les yeux embués. Cette nuit-là, je feuillette mon journal de thérapie, retraçant le chemin des crises de panique à la détermination. Des pages remplies d'exercices sur le deuil cèdent la place à des recettes que June m'a apprises de la collection de Lila. Des notes sur les ouvertures d'échecs préférées de Walter occupent les marches près de fleurs pressées du jardin du cottage. Le vieux chat, professeur, me permet enfin de lui caresser les oreilles alors qu'il s'installe sur le fauteuil préféré de Lila. Il y a 6 mois, il sifflait chaque fois que j'entrais dans la pièce. Le progrès se présente sous de nombreuses formes. Mon téléphone vibre avec un indicatif régional familier. L'entreprise de Grégory a finalement fait faillite, et il a besoin d'un petit pré-relais. 3 heures plus tard, Serena envoie sa candidature au conseil d'administration de la fondation. Avant de me coucher, Cole m'envoie un texto au sujet de sa nouvelle start-up. Celle-ci est différente, je le jure. Le schéma reste inchangé. Ma réponse aussi. Refus poli et ferme. Pour mon 30e anniversaire, je suis surprise par une réunion au chalet. Pas de cadeaux extravagants, juste des attentions touchantes, une édition vintage de mon livre préféré, des graines du jardin de June, une écharpe faite à la main. Evelyne lève son verre. À la famille que l'on choisit pour ses actions, pas pour son sang. Erin nous met au courant des protections juridiques permanentes désormais en place, tandis que Marcus expose l'impact croissant de la fondation sur la communauté. Le mardi suivant, une étudiante de 2e année est assise dans mon bureau, décrivant une pression familiale qui fait écho à mon passé. Ils disent que je leur dois, murmure-t-elle, que tout ce qu'ils ont fait était pour moi. J'écoute avec une compréhension née de l'expérience. Quand elle a fini, je lui tends un dossier soigneusement préparé, options de thérapie, ressources juridiques, fiches de travail sur l'établissement de limites. Votre valeur ne se mesure pas à leur approbation, lui dis-je, des mots que j'avais besoin d'entendre il y a 6 mois. Au coucher du soleil, je me promène dans le domaine, m'arrêtant au bosquet nouvellement planté, un arbre pour chaque boursier.
Un petit banc porte une simple plaque, l'héritage vit par l'amour, Lila et Walter. J'ouvre le journal de Lila à ses dernières pages blanches et je commence à écrire mes propres entrées. En regardant la lueur chaude des lumières de la maison, je ressens une paix que l'argent ne pourrait jamais acheter. L'héritage qui compte le plus n'était pas dans les comptes en banque, après tout.